amis de Paix et Guerre, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle mondoscopie. En fait, nous sommes le 7 avril et non pas mercredi 8, nous sommes mardi. Je suis obligée, comme vous le savez, à partir d'ici d'enregistrer plus tôt pour être sûre d'être au rendez-vous le mercredi à 19h. Et c'est bien embêtant parce qu'on est à quelques heures de la fin du énième ultimatum donné par Trump aux Iraniens pour, en quelque sorte, capituler, hein, parce que c'est à peu près à ça qu'il identifie une négociation. Et donc, je vous parle alors que si ça se trouve, dans quelques heures, tout va changer, ça va être un déluge de feu et de sang, ou bien on va avoir une excellente surprise in extremis. Bref, enfin, en tout cas, c'est comme ça. Donc, je vais vous parler évidemment aujourd'hui de l'Iran, de, j'allais dire, l'état du malade. Le malade n'étant pas forcément l'Iran lui-même. Le malade, c'est cette guerre, ce désastre déclenché par Trump, désastre mondial qui va très au-delà des frontières de l'Iran lui-même. Et puis, dans mon deuxième point, je vais vous parler de l'impact en fait géopolitique de la guerre qui a été déclenchée donc, par les Américains et les Israéliens, qui est certes perdue, mais qui n'est pas finie, comme je l'ai dit dans mon titre, enfin a priori ce sera mon titre. Et donc il y a toute une évolution, là on est à une charnière vraiment très importante pour l'avenir de la structuration des rapports de force dans le monde. Donc c'est de ça que je veux vous parler rapidement, de manière beaucoup plus courte que d'habitude, parce que je sais qu'en dépit de ceux qui aiment que je prenne mon temps, je le prends trop et je suis donc trop longue. Bref. Et puis j'évoquerai aussi les quelques récentes déclarations françaises et même décisions françaises qui, une fois n'est pas coutume, sont de mon point de vue très bonnes, très justes. Je sais, je suis très critique évidemment, mais habituellement, mais là, je dois dire que Emmanuel Macron a su quand même prendre une décision et faire une déclaration qui, j'espère, renvoie à des actes qui sont très importantes par rapport à nos propres intérêts. Bon, avant tout ça, je reviens pendant une minute. Non, d'abord, je vous demande de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait encore. J'aimerais qu'on soit vraiment beaucoup plus nombreux et j'aimerais aussi qu'on soit beaucoup plus nombreux dans le cercle des amis de Paix et Guerre parce que je vous fais des petites clés du monde, je vous fais un grand direct, le prochain est d'ailleurs ce dimanche là qui arrive dans quelques jours et j'aimerais qu'on soit un peu plus de 300. Donc voilà, aidez-nous et en tout cas si ce que je vous raconte, les gens que je reçois, les problématiques que j'étudie vous intéressent, abonnez-vous et aidez-nous d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'en nous faisant connaître, voilà. Et surtout en partageant les vidéos, en les commentant. Bon, avant tout ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, encore une minute, je veux revenir sur la dernière mondoscopie que j'ai faite et les shorts qui en ont été extraits, vous savez, c'est tout petit... tout petits extraits, et il y a un des shorts qui parle, où je parle de la possible fuite, et je ne sais pas si c'était une vraie fuite, si c'était de la propagande israélo-américaine, je n'en sais rien, mais où on disait qu'il y avait eu un coup de téléphone entre Pezeshkian, le président iranien, et les commandants des gardiens de la Révolution, enfin la direction, pour dire, écoutez, il faudrait négocier. Et les autres l'avaient renvoyé dans ses buts en disant non, non, c'est certainement pas le moment de négocier. Bon, on m'a beaucoup critiqué là-dessus, on m'a dit que je relayais donc de la propagande, on m'a dit que c'était n'importe quoi, que c'était une fake news. Je suis extrêmement contente si les gens qui ont fait ces critiques savent ce qu'il en est véritablement. Je pense que c'est un peu d'ailleurs la même chose qui est en train de se passer avec la proposition qui a été faite par l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Jawad Jarif, qui fait aussi une proposition plutôt allant vers la négociation, disant que l'Iran l'a emporté, l'Iran a montré ce qu'il était capable de faire et de résister à l'axe Washington-Tel Aviv, et que donc maintenant il est temps de revenir à une forme de compromis et de dialogue.
Donc il y a aussi et ça c'est une véritable proposition de Jarif, pardon, mais ce que je veux dire, c'est que l'Iran n'est pas complètement, c'est pas un bloc de pierre, si vous voulez. Il y a des courants depuis très longtemps qui ont chacun leurs ambitions, qui ont chacun leurs idées, qui ont chacun leur tropisme, leurs préférences, leur vision du monde, leur vision de ce que doit être la politique de l'Iran, même dans des circonstances aussi graves. Et peut-être que cet appel n'a pas eu lieu, mais peut-être qu'il a eu lieu. Et en tout cas, il faut comprendre qu'entre la fraction dure, qui aujourd'hui a clairement la main et qui est, à mon avis, qui va l'emporter dans l'Iran de demain, et la fraction des plus modérés, eh bien, c'est une lutte d'influence et aussi, à vrai dire, de pouvoir, parce que chacun joue aussi son avenir politique. Donc, il faut que mes auditeurs, et en tout cas mes auditeurs très critiques, essaient de tempérer leur propre manichéisme, si vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour défendre ni Washington, ni Tel Aviv, ni Téhéran. Ce n'est pas du tout mon propos, encore une fois, un peu comme sur la Russie et l'Ukraine. Je suis là pour essayer de démêler à votre profit la complexité de ce qui se passe. Voilà. Et de partager ce que je comprends. Je peux me tromper, je suis évidemment pas infaillible, mais en tout cas, je n'aime pas et je ne cherche pas le sensationnalisme, donc je ne suis pas manichéenne par définition, si vous voulez. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la chaîne n'explose pas dans son audience, tant pis, mais je vais pas me dénaturer, si vous voulez, pour avoir plus d'auditeurs. Pour moi, enfin, je suis vraiment comme Talleyrand sur ce point, tout ce qui est excessif est insignifiant. Voilà. Donc je ne crois pas au tout blanc, tout noir, tout bien, tout mal. Et je ne suis pas pour autant tiède ou fade, mais juste je résiste à la tentation de faire le buzz en surinterprétant des faits ou en ne choisissant qu'une lunette de présentation de ces faits-là. Voilà, donc là j'ai déjà perdu, mais en même temps c'était important, 5 minutes. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Bon, donc nous sommes face quand même, j'avais dit dans ma première émission sur la guerre à partir du moment où elle a éclaté, du 28 février dernier, que c'était un fiasco. Je le maintiens, c'est un fiasco pour les États-Unis et pour Israël, qui subit de très très lourds dommages, évidemment, dont on sait peu de choses, parce que là, le blackout informationnel est quasi total, mais quand même, voilà, c'est très grave pour Israël, ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, pour les États-Unis, c'est un échec cuisant d'une politique de pure force, de pure puissance, de sauvagerie, à vrai dire, pour essayer de paralyser, ce que je vous ai déjà aussi expliqué, la dynamique de la multipolarisation du monde, qui est un fait et qui ne va pas s'arrêter parce que Donald Trump va essayer de réduire tout le monde à l'état de cendre. Hein, ça ne va pas suffire. Donc, l'hégémon américain, si vous voulez, enfin l'Amérique s'est rebiffée en fait face à cette évolution qui évidemment ne lui convient pas et qui met en cause la suprématie du dollar, donc la manière dont elle vit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur le dos du reste du monde, avec sa dette notamment. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la nôtre. Mais en tout cas, l'hégémon s'est rebiffé et il se plante, et il se trompe, et c'est un échec parce que, écoutez, frappe de décapitation, oui, ça a fait tomber des têtes, mais ça n'a pas décapité l'État iranien. Il ne s'est pas effondré, il n'a pas été démembré, il n'a même pas été manifestement tellement ébranlé, pas fissuré, si vous voulez. Donc bien sûr, c'est d'autres qui ont pris le pas, mais ils sont plutôt plus durs que les précédents, si vous voulez. Et puis il y a aussi tout un tas de gens qui sont partis in the dark, hein, dans l'anonymat, qui sont toujours là, qui se cachent, et qui sont toujours là pour diriger aussi. Donc, si vous voulez, l'ignorance et l'arrogance, comme d'habitude, font des dégâts considérables. Et puis, au nombre des dégâts, évidemment, il y a le fait que Trump, comme d'ailleurs encore sans doute un grand nombre des chefs du Pentagone, croit toujours en la capacité, en la supériorité, si vous voulez, de l'arme aérienne.
Ça date depuis bah, la première guerre du Golfe, si vous voulez, 1990-91. Mais voilà, cette espèce d'idée que l'arme aérienne, les bombes, les avions, les frappes suffisent à faire tomber un État, à faire tomber un régime, à soumettre une population, que ça marche comme ça, ben ça, en fait, ça a la vie dure à Washington. Voilà. Et pourtant, ça a été un échec. Ça a été un échec en 90-91. En 2003, en Irak, il a fallu mettre des troupes au sol considérables et bon, ça n'a pas mieux marché pour d'autres raisons. La Yougoslavie en 99, n'en parlons pas. Il y a presque eu 80 jours de bombardements intensifs sur Belgrade et sur la Serbie, mais finalement, elle n'a pas été détruite totalement. La Serbie, elle a été extrêmement abîmée. Mais déjà à l'époque, les Serbes employaient beaucoup de leurre, comme aujourd'hui les Iraniens. Bon, bref, si vous voulez, au Pentagone, il y a des gens qui mesurent l'ampleur du désastre en cours, mais qui en même temps savent qu'une invasion terrestre serait la recette pour un nouveau Vietnam, en fait, hein, rien de moins. Et puis surtout, Trump donc veut croire encore que s'il se met à bombarder tout et n'importe quoi, d'ailleurs en Iran, ça va marcher, les Iraniens vont mettre un genou à terre et se soumettre. Il a quand même un gros problème, c'est que vous savez qu'au bout de 60 jours tout de même, et on s'en rapproche, on est à la 6e semaine de guerre, il faut quand même aller devant le Congrès, a priori, quand on est président des États-Unis, pour demander, déjà pour expliquer un peu ce qu'on fait, pourquoi on le fait, bon, et puis pour demander l'autorisation de continuer, de pouvoir continuer. Donc, l'intérêt de Trump, ce serait quand même d'arriver avant ces 60 jours, hein, sachant que ça a commencé le 28 février, d'arriver à se sortir de ce guêpier terrifiant, de cette nasse dans laquelle il s'est mis tout seul. Bien sûr, il a été très aidé et très poussé par Israël, mais enfin, c'est quand même lui qui a décidé à la fin. Bon. Alors, pour l'instant, c'est la panique. Je ne sais pas si vous suivez les tweets du président des États-Unis, mais enfin, c'est un vocabulaire de plus en plus ordurier, insultant, vulgaire, grossier. Enfin, je vous passe les tweets, vous les trouvez sur Trump Fact News, Truth Social, évidemment. Donc, soit les Iraniens font ce qu'ils veulent avant ce soir, 20h Eastern Time, enfin, heure américaine côte Est, soit ce sera l'enfer pour eux, il va faire tomber l'enfer sur l'Iran, il va détruire toutes les installations électriques, il va détruire tous les ponts, il va tout détruire. Bon, c'est quand même, c'est-à-dire il menace en fait le peuple iranien qu'il était censé, soi-disant, aller sauver, aller libérer, n'est-ce pas? S'il y a encore des gens qui croient à ce mensonge, eh bien ce peuple iranien, voilà, il s'apprête à commettre des crimes de guerre massifs. On ne cible pas les populations civiles ni les installations d'usage civil dans le droit minimal de la guerre, n'est-ce pas? Bon, donc en gros, c'est capitulation, sinon c'est l'enfer. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il a offert aussi l'amnistie aux négociateurs iraniens. Donc, il leur met un pistolet sur la tempe. Il leur dit, je vais détruire votre pays et votre peuple. Et ne parlons pas des pertes qui pourraient évidemment s'amonceler assez vite, civiles, pas seulement militaires. Si vous ne négociez pas, et ceux qui vont négocier, ce sont des terroristes, ce sont des gens d'un autre âge, enfin, il les a traités d'à peu près tous les noms, mais dans ma grande bonté, n'est-ce pas, je vais leur offrir l'amnistie aux négociateurs, hein, aux négociateurs. On n'est pas dans le cas Russie-Ukraine, où là, ce serait bien qu'il y ait une amnistie, à mon avis. Donc, je vais leur offrir l'amnistie. Alors moi, je dirais que c'est plutôt peut-être aux négociateurs américains qu'il faudrait offrir une amnistie, parce que c'est quand même une guerre d'agression. C'est quand même une guerre qui a été décidée, une guerre de choix. C'est pas les Iraniens qui ont attaqué là. Bon, donc on rêve, on nage en plein, on rêve éveillé. Donc, il y a cette espèce d'échange, si vous voulez,
de plans via les Omanais qui font ce qu'ils peuvent. Mais l'Iran a donc les États-Unis demandent la capitulation et l'Iran a quand même lui déposé aussi ses exigences, enfin fait passer ses exigences par les Omanais. Il demande des choses assez simples en fait et assez logiques. Une fin permanente du conflit, y compris au Liban et à Gaza, avec des garanties que les États-Unis et Israël ne recommenceront pas. Et ça veut dire un accord international, un accord visé par l'ONU. Il demande le démantèlement de toutes les bases américaines du Golfe Persique. Il demande un nouveau protocole concernant le transit par le détroit d'Ormuz et le droit pour l'Iran de collecter des droits de douane et de contrôler le détroit, éventuellement avec les Omanais. Il demande la levée de toutes les sanctions, il demande des réparations pour toutes les destructions qui ont été faites par les Américains et les Israéliens, et il demande que l'on reconnaisse, qu'on lui reconnaisse le droit à un programme nucléaire d'enrichissement pacifique et civil au titre du TNP, dont l'Iran est signataire, et donc dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Tout ça est logique, avec un système d'inspection, etc. etc. Donc, en gros, c'est ça. Sinon, écoutez, on poursuit l'escalade. Voilà, on poursuit l'escalade. On menace aussi, nous, toutes les infrastructures des alliés des Américains dans la région. On met donc toutes les monarchies arabes en danger. Et ce qui est, encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, très intéressant, c'est de voir la manière dont l'évolution des décisions de tous ces gouvernements, de tous ces monarques arabes se fait. Et c'est tellement intéressant qu'on a vu récemment, alors qu'il y avait eu, lors de l'interception par Israël de drones et même de missiles, je crois, iraniens au-dessus de Jérusalem, il y avait eu des débris qui se sont répandus, si vous voulez, sur le mont du Temple, autour de la mosquée Al-Aqsa, près du Saint-Sépulcre, près du mur ouest. Et donc, en fait, les trois religions, si vous voulez, se sont pris des débris sur la figure. On peut imaginer que... alors, les représentants des trois cultes se sont évidemment insurgés, ont protesté contre ce qui s'était passé, mais en fait, les États qui défendent l'islam, je pense aux monarchies arabes, je pense aussi aux Turcs, je pense aussi à un certain nombre de gens, n'ont rien dit. Le Conseil de coopération du Golfe n'a rien dit, l'Organisation de la conférence islamique n'a rien dit. Il n'y a pas eu, en fait, de critique de l'Iran, finalement, pour les conséquences de ces frappes. Voilà. Et ce que je veux dire par là, mais je ne veux pas perdre trop de temps avec ça, c'est que on voit bien que les monarchies arabes sont en train quand même de se demander comment il faut se comporter avec l'Iran. Voilà. Et ce n'est pas forcément en jouant le jeu américain et israélien. Bon, je ferme la parenthèse. Bon, bref, donc, les Iraniens sont extrêmement intransigeants. Et les Américains sont donc sont coincés. Trump vire des généraux, j'allais dire, à l'appel, en pleine guerre, c'est quand même pas le signe d'une grande victoire. La Russie et la Chine aident clairement, encore une fois, même si elles ne le disent pas officiellement, en soutien satellitaire, en ciblage, en observation des mouvements de troupes israéliens, des mouvements militaires israéliens et américains, aident clairement l'Iran. La Russie, par exemple, n'en fait pas des gorges chaudes, parce que d'abord, il y a une question de souveraineté. Voilà, je pense que l'Iran ne souhaite pas non plus qu'on explique Urbi et Orbi qu'ils ont besoin des Russes. Hein. Mais c'est clair que pour tout ce qui est l'alerte précoce, pour tout ce qui est la reconnaissance, pour tout ce qui est l'intelligence, le renseignement électronique, là, les Russes sont très importants
Il y a aussi des hélicoptères Mi-28, il y a des Sukhoi 35S. Il y a en tout cas, il n'y a pas de dominance américaine, contrairement à ce que dit Trump, du ciel iranien. Ça, c'est dans les rêves de Donald Trump. Je ne sais pas ce qu'on lui raconte ou si juste il ment, en toute connaissance de cause. Mais en tout cas, la défaite, si vous voulez, est en train de devenir non seulement militaire, mais stratégique pour les Américains. Les Iraniens tiennent bon et ils sont contre, au stade actuel, tout cessez-le-feu partiel, évidemment. Donc, que va faire Trump? Est-ce qu'il va s'enfoncer dans le désastre et lancer cette espèce d'opération ultime de destruction totale de l'Iran, c'est-à-dire quand on n'arrive à rien de ses objectifs véritables, bah, finalement il ne reste plus qu'à faire du carpet bombing, n'est-ce pas, en espérant que ça va marcher, ou bien, et donc il fera ça, puis après il déclarera la victoire, puis il se retirera comme si de rien n'était, avant que l'Iran ne soit le tombeau, enfin en espérant que l'Iran ne soit pas le tombeau définitif de sa présidence. Bon, je n'en sais rien. Mais je vais revenir rapidement sur l'opération prétendue, hein, parce que il est de plus en plus clair que ce n'était pas l'objectif de cette opération. Opération américaine de force spéciale destinée à sauver le second pilote d'un F-15 abattu par les Iraniens. Bon, donc ça, c'était il y a quelques jours, jeudi soir. Et donc, il y a eu une espèce d'énorme opération américaine pour extraire ce pilote d'Iran. Il s'était éjecté de son F-15, oui, donc jeudi. Mais le problème, c'est que les États-Unis, dans cette opération, ont perdu énormément d'avions. Enfin, ils ont perdu plusieurs centaines de millions de dollars d'appareils, si vous voulez. Des hélicoptères, des C-130, des drones, les F-15, bien sûr, parce qu'il n'y a pas eu que celui-là. Et donc, on se demande, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les récits qui ont inondé immédiatement les médias mainstream. Il y a beaucoup d'incohérences, d'abord topographiques, par rapport à cette opération. Donc, ce F-15, il a été shooté, il a été tiré au sud-ouest de l'Iran. Bon. Le premier pilote, je crois, a été récupéré. Le deuxième, donc, est monté enfin, a réussi, en dépit du fait qu'il était blessé, à escalader une montagne pour pouvoir lancer ses signaux de détresse. Donc, ça a déclenché, d'après ce que disent les Américains, une opération très complexe, avec différentes unités des forces spéciales américaines, différents types d'appareils aussi. Le F-15, lui, il a été complètement détruit. Mais dans cette opération, qui soi-disant donc était une opération de sauvetage de cet homme, alors que l'Iran, lui, avait lancé une chasse à l'homme pour essayer de le récupérer, vous imaginez la prise que ça peut constituer, eh bien en fait, les Américains ont perdu, sinon des hommes, en tout cas beaucoup d'appareils. Ils ont même été obligés de revenir après, de faire un raid pour les détruire, pour qu'il n'y ait pas, que les Iraniens ne récupèrent pas des matériels ou des informations. Bon, alors ça, c'est ce qui a été en gros dit. Ce qui est très intéressant, c'est que donc ce F-15, théoriquement, il est tombé pas très loin des côtes iraniennes, alors qu'en fait, les C-130 et les hélicoptères d'ailleurs aussi, et les drones, enfin bref, l'ensemble des matériels, eux, auraient été retrouvés à 200 km de là. Hein. Alors il y avait aussi d'autres débris du F-15, bon, un peu plus près, mais à 200 km de là, dans une autre partie de l'Iran, près d'Isfahan.
et en fait tout près du centre d'études nucléaires iranien, au sein duquel le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, a récemment dit que devait très probablement se trouver une partie, sinon l'ensemble des 430 kilos d'uranium enrichi à 60% que les Iraniens euh, euh, avaient au moment de la guerre des 12 jours et qui aurait été scellés, enfin, sous les bombes déjà américaines et israéliennes en juin dernier. Bon, donc si vous voulez, c'est pas tout à fait le même endroit. Donc que faisait ce F-15-là? Bon, c'est logique. Enfin, pourquoi est-il allé si profondément, si vous voulez, sur le territoire iranien? D'abord, c'est étonnant. Alors c'est vrai que les radars iraniens, comme c'est très montagneux, ils ne peuvent pas parfois, et surtout à basse altitude, couvrir tous les reliefs. Donc on peut échapper, si vous voulez, il y a des moyens d'échapper pour des avions et des acrobates de la chasse, hein, des chasseurs très très expérimentés, comme le sont les Américains. Et donc on se dit, mais quand même, qu'est-ce qu'il est allé faire là, ce F-15 ? Et pourquoi les autres étaient si loin de lui pour soi-disant une opération de sauvetage, mais si près du centre iranien. Donc en gros, bon, je vais vous passer tous les détails parce qu'il y a énormément de choses qui sortent, ça bouge tout le temps, il y a même des informations qui disent qu'en fait ils n'ont pas réussi à le sauver, ce deuxième pilote, bon bref. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les conclusions de tout ça, c'est qu'il est très probable qu'en fait, les Américains ont voulu lancer une opération boots on the ground, pour le coup, pour essayer de récupérer ce stock d'uranium. Trump avait déjà dit qu'il le ferait à plusieurs reprises, donc c'était dans son idée, très probablement. Donc cette opération a eu lieu très en profondeur en Iran, ce qui est quand même inquiétant pour les Iraniens. C'était à l'endroit où l'Iran entrepose son uranium enrichi. Donc voilà, Trump a probablement voulu pouvoir se sortir de l'endroit où il est coincé, de l'impasse, en déclarant une grande victoire, en disant, bah, écoutez, voilà, on a récupéré l'uranium enrichi, donc maintenant, ça suffit, on peut se retirer. Bon. Donc pour l'Iran, c'est quand même, ça veut dire quand même que ce que font les Américains depuis 5 semaines, et bientôt 6, produit des effets, parce qu'il y a quand même une attrition des forces iraniennes, même s'il y a énormément de leurres qui ont été tapés en fait par les Israéliens et les Américains. Quand même, les Américains sont capables d'emmener des avions jusque vers Isfahan. Et avec des troupes, parce que dans les C-130, il y a 100 personnes. Voilà, il y avait 100 personnes à peu près. Donc, en tout cas, cette opération a peut-être eu lieu pour cet objectif-là, mais c'est un échec total. À la fin, tous les avions sont détruits par les Américains ou par les autres. Il y a eu des combats, il n'y a peut-être pas eu de pertes américaines, en tout cas elles ne sont pas dites, elles ne sont pas données. Elles ne sont pas données voilà, du côté de Washington, évidemment. Ce qui est aussi préoccupant sans doute pour les Iraniens, c'est que si cette opération a pu avoir lieu, et si ça avait pu marcher, ils avaient sans doute prévu de s'appuyer sur un certain nombre de gens à l'intérieur. Si ce n'est du centre nucléaire de recherche, si ce n'est voilà, en faisant chanter ou en corrompant un certain nombre de gens, de scientifiques qui auraient aidé quand même ces forces spéciales à récupérer l'uranium, à entrer dans le complexe, parce que c'est quand même un endroit extrêmement protégé et enterré, et à récupérer cet uranium. En tout cas, il y a donc un F-15, un A-10, deux C-130, deux hélicoptères H-60,
2 autres hélicoptères MH6 et un drone. Tout ça, voilà, c'est le bilan de cette opération qui est quand même qui est quand même un bilan très lourd, très très lourd. Et évidemment, c'est ça aussi qui rend fou Trump, et c'est aussi pour ça qu'il fait des déclarations ahurissantes de la part d'un président des États-Unis, dans un langage qui est totalement... on a l'impression qu'il perd totalement les pédales, si vous voulez. Donc je ne sais pas ce qui va se passer ce soir à 20h, mais c'est assez inquiétant tout de même. Voilà, on voit bien que, bon, Trump a essayé finalement, à demander aux Iraniens, les a probablement suppliés d'une certaine façon d'avoir un cessez-le-feu au moins partiel, mais c'était peut-être aussi pour permettre aux États-Unis de faire entrer des troupes, hein, parce que c'est ça le problème, c'est que comme il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de parole, il n'y a plus rien, il n'y a plus de diplomatie, il n'y a plus de droit international, c'est quand même très compliqué. Donc, voilà où nous en sommes. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait, Israël comme Washington sont de plus en plus à court de cibles, en fait, en Iran. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste les cibles civiles, effectivement, les infrastructures civiles. Et c'est aussi pour ça que, voilà, c'est la démonstration d'un échec, si vous voulez. Si vous n'avez pas réussi à faire plier un appareil militaro-politique en frappant des milliers de cibles, alors sans doute énormément de leurres, et même les leurres chinois qui ont été fournis aux Iraniens sont des leurres extrêmement bien faits, qui font des bruits d'explosion, qui ont vraiment l'air réels, paraît-il, pour certains. Donc si vous ne réussissez pas à faire tout ça, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste à annihiler le pays en entier, voilà, à le faire disparaître. C'est pas franchement un signe de victoire, mais c'est comme ça que les uns et les autres voient peut-être la seule possibilité d'échapper à une humiliation quand même cuisante. Donc, puisqu'on ne peut soumettre l'Iran, le faire disparaître de la surface de la Terre, car voilà, c'est la démonstration, si vous voulez, qu'à force de diabolisation et de manichéisme, on va vers la déshumanisation. Et ça s'est vu à Gaza, mais ça se voit là aussi. C'est-à-dire qu'on n'a plus que cette solution-là. Et quand vous ajoutez l'espèce de manifestement de conviction des dirigeants américains, et en tout cas de Donald Trump, d'être porteur d'une mission, hein, il y a quelque chose de messianique dans cette manière de s'instituer en justicier autoproclamé comme ça pour la planète. Mais en tout cas, ça lui permet finalement de justifier l'éventuelle tuerie, l'éventuel massacre de civils, s'il le faut, au nom d'une prétendue juste cause qu'on a définie tout seul et qu'on traite de manière préventive. Hein, voilà. Donc c'est là que nous mène quand même le mépris pour le droit international. Mais le truc, c'est qu'avec l'Iran, là, les Américains et les Israéliens sont tombés sur un os. Là, on n'est pas face à Vladimir Poutine et à sa tempérance et au fait que il sait bien que la nature nucléaire, la puissance nucléaire de la Russie et des États-Unis fait qu'il faut faire très attention en termes d'escalade. Bon, bref. Voilà, on sait qu'il y a des interrogations sur la viabilité au long cours de cette stratégie de tempérance russe. Là, les Iraniens, c'est pas ça. Les Iraniens, ils assument en fait l'escalade. C'est la sécurité pour tous ou pour personne. C'est la destruction des infrastructures des uns et des autres. C'est le refus de se laisser faire parce qu'eux aussi ont compris que c'était existentiel. Et que de toute façon, il n'y avait pas vraiment lieu, à moins que les Américains ne comprennent véritablement qu'ils n'ont d'autre issue, enfin que c'est une impasse beaucoup trop douloureuse et coûteuse pour eux, ils doivent aller jusqu'au bout, si vous voulez, pour qu'il y ait véritablement un changement international de l'équilibre de force. Et c'est ça ce qui est en train de se passer, c'est très important à l'échelle globale. Il y a eu, comme j'en parle depuis 10 ans,
une bascule du monde qui s'est amorcée. Il y a eu un sursaut de l'Empire, voilà, et on l'a vu avec l'Ukraine, déjà, avec tout ce qu'ont fait Obama et Biden, mais on l'a vu encore plus avec Trump depuis qu'il est revenu. Ce sursaut est un échec, parce que c'est un sursaut qui prétend évidemment à la destruction de tout ce qui lui résiste, en fait, hein, tout ce qui résiste au maintien de l'hégémonie impériale américaine doit être détruit, et donc ça ne marche pas. L'ignorance, la violence gratuite, etc. Et du coup, on a un effet boomerang numéro 2, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une accélération de la bascule du monde, une double accélération, c'est le double effet qui se coule, si vous voulez. Ça donne un boost de légitimité au contre-monde, à ce que j'appelle le contre-monde. Mais dans tout ça, les modalités d'une cohabitation ultime possible entre les uns et les autres deviennent difficiles à définir et d'une manière générale, tout se durcit, si vous voulez. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous disqualifiez toute négociation sérieuse, où vous attaquez les gens en plein milieu des rounds de négociation, où vous assassinez les leaders, où vous faites tomber tous les interlocuteurs possibles, enfin, si vous voulez, où vous rejetez toutes les règles minimales d'un échange entre parties en conflit, avec des assassinats, avec un abus de confiance permanent, tout ça, ça crée quoi? Ça crée la défiance, ça crée la froideur, ça crée la détermination, finalement, à obtenir ce que l'on mérite par la force. Voilà, à résister. Et ça a un effet, évidemment, d'entraînement, d'exemplarité, si vous voulez, très fort. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les États-Unis sont en train de conduire le monde vers une radicalité grandissante, voilà, de tous les rapports de force, qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose. Il y a une faillite morale, bon, qui est de plus en plus consommée hein, pour Washington comme pour Tel Aviv d'ailleurs, y compris au sein de leurs supporters naturels ou les plus empressés ou les plus habituels, les plus traditionnels, parce que on voit bien, et je pense même aux petits États du Golfe, qui étaient quand même une clientèle toute trouvée et plutôt docile depuis des décennies. Mais si vous voulez, à partir du moment où vous observez ce déchaînement de violence gratuite, injustifiée, injustifiable à vrai dire, voilà, parce que la guerre préventive, c'est pas possible. Si tout le monde se met à faire la guerre préventive à un ennemi parce qu'il considère qu'un jour celui-là va peut-être l'attaquer, on s'en sort plus. Ça n'est pas possible. Donc, même ces clientèles habituelles se rendent compte que les Américains et les Israéliens les méprisent, mais alors souverainement, n'est-ce pas, et méprisent leurs intérêts et leur sécurité. Donc finalement, même la vassalité, même la servilité, c'est d'ailleurs ce que voit l'Europe aussi, ne rapporte pas le minimum. Donc à quoi bon, si vous voulez? Donc tout ça est en train d'être revisité dans la tête des dirigeants, à mon avis, d'une grande partie du monde. Et même les vieilles clientèles ont l'occasion désormais de se libérer. Alors, il y a loin de la coupe aux lèvres. Hein. Est-ce qu'elles sauront se libérer? Est-ce qu'elles sauront saisir cette opportunité? Ce n'est pas certain du tout. Mais ce qui est certain, c'est que l'Occident, finalement, cette image d'un Occident bienveillant et dont la puissance est orientée vers l'amélioration, si vous voulez, des États, des peuples, le développement, la démocratie, tout ça, ça n'existe que dans les yeux énamourés des myopes que nous sommes. Hein. Il y a un moment quand même où ce serait bien de se déciler un petit peu. Donc Trump, c'est un décapant radical. Voilà, c'est un décapant radical. Et peut-être que ce qui est en train de se passer, c'est une chance totalement inespérée pour le Moyen-Orient de sortir de sa dépendance, en fait,
et de sa traditionnelle et très longue mise en coupe réglée, hein, au profit des Occidentaux, bien sûr. On va voir ce qu'il en est. Alors écoutez, il est déjà trop tard, 40 minutes, je vais m'arrêter. Je ne peux pas traiter mon deuxième point, je suis désolée. Je vais le traiter dans une clé du monde dès ce vendredi. Ceux qui veulent savoir donc l'impact géopolitique, en fait le fait finalement que le sort de l'économie mondiale va se jouer en grande partie à Hormuz, pas seulement maintenant, mais dans l'avenir. C'est ça que je vais traiter dans la clé du monde. Donc, je fais un appel, voilà, un peu impromptu, parce que je pensais avoir le temps de faire les deux, mais ça va vraiment trop vite. Je fais un appel impromptu pour que vous vous inscriviez. Faites un essai, ne serait-ce qu'un mois, au Cercle des Amis de Paix et Guerre. Le lien est en description de cette vidéo, comme de toutes mes vidéos. Et vous aurez droit à cette clé du monde vendredi. Je l'enregistrerai dès demain. Voilà, je vous remercie de votre attention. Navré de n'avoir pas pu traiter ce deuxième point, mais je ne veux pas retomber dans la vieille ornière de l'émission trop longue. Je vous souhaite une belle soirée. Likez, partagez cette vidéo et venez, inscrivez-vous dans le cercle et on se retrouve pour la clé du monde. Et si vous êtes inscrit, eh bien, on se retrouvera aussi dimanche pour le grand direct à 18h30 avec tous les membres qui le souhaitent entre 18h30 et 20h. On revient sur l'actualité du mois et après on discute ensemble et je réponds à vos questions dans la mesure de mes moyens. Bonne soirée chers amis, au revoir.